Alors, de retour sur le plateau pour ce deuxième sujet, et on a en ligne Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour, madame. Donc, comme vous le savez, le Moyen-Orient et le théâtre ces derniers mois a une tension croissante. La situation est instable sur tous les fronts, à Gaza, au Liban, en Iran aussi. Alors, on va commencer par le dossier iranien. Et selon vous, pourquoi les discussions entre les États-Unis et l'Iran piétinent jusqu'à présent? La diplomatie, en général, prend du temps. Chaque parti, chaque pays voudrait maximiser les concessions faites par l'autre parti. Alors, en ce qui concerne la situation dans le Golfe, je crois que c'est le cas maintenant. Les deux parties, les États-Unis et l'Iran, veulent parvenir à un accord partiel. Et moi, je pense que les discussions de diplomatie portent sur les sujets principaux dans ce accord cadre ou dans l'accord intérimaire. Et les Iraniens maintenant élaborent une contre-proposition pour discuter par le truchement des médiateurs avec l'administration américaine. Et l'administration américaine est ouverte à un certain compromis diplomatique pour le moment, pour les années à venir, c'est-à-dire nous parlons de point de vue américain une longue durée, 20 ans, mais de point de vue iranien, ils veulent que cet accord porte sur une durée de pas plus de 5 ans. Alors, nous sommes en train de voir les va-et-vient entre les responsables iraniens parmi les capitales des pays médiateurs. Oui. Mais une reprise des frappes ou des attaques qu'on a vues entre le 28 février dernier et jusqu'à la date du cessez-le-feu, d'entrée en vigueur du cessez-le-feu, je doute fort qu'une telle reprise aura lieu. Oui, monsieur l'ambassadeur, pourquoi le Pakistan particulièrement a été choisi ou a choisi d'être médiateur à Islamabad et le terrain de négociation entre les États-Unis et l'Iran? Ce n'est pas seulement le Pakistan seulement. Oui, bien sûr, il y a l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, mais le Pakistan est le principal médiateur, je pense, puisque c'est sur son territoire que se déroulent les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Et le Pakistan a de bonnes relations avec les États-Unis et avec aussi l'Iran. Mais pourquoi juste le Pakistan a choisi de jouer ce rôle? Non, j'aimerais insister, madame. Oui. J'aimerais insister, madame, sur le fait que le Pakistan n'est pas le seul pays médiateur. Oui. Le Pakistan est la venue des négociations. Elle fait de son mieux, le gouvernement pakistanais fait de son mieux pour rapprocher les positions des uns et des autres. Mais le fait que, de point de vue médiatique, c'est le Pakistan qui accueille les délégations, oui. les négociations entre les Américains et les Iraniens ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres pays médiateurs. N'oublions pas le rôle joué par Mascate. Et comme certainement vous avez suivi qu'après la visite de M. Araqchi à Islamabad récemment,
Oui. Il a pris la route de Mascate. Et puis de Mascate à Moscou. Il y a plusieurs capitales. Certainement, comme vous venez de le préciser, le Pakistan, sur le plan médiatique, prend le premier rôle. Oui. Dans le premier rang des médiateurs. Mais le Pakistan n'est pas le seul médiateur. Oui, bien sûr. D'un autre côté, une autre question s'impose. Qui parmi ces médiateurs pèse lourdement sur les décisions américaines? C'est ça la question principale, madame. Oui, vous avez dit que la diplomatie prend du temps il y a des analystes donc politiques qui disent que l'Iran peut négocier pendant des années. Les négociateurs iraniens sont calmes et sont des diplomates qui peuvent négocier pendant des années. Mais alors de l'autre côté, on voit du côté américain et surtout le président américain qui ne cesse donc de faire des déclarations parfois contradictoires. Alors, comment vous estimez donc cette situation et si la diplomatie prend du temps? Dans combien de temps donc on peut avoir une résolution? Donc, quand on parle de résolution, on doit distinguer entre deux scénarios. Le scénario le plus probable, madame, est que les Américains et les Iraniens se mettent d'accord sur un accord intérimaire. D'accord? Et je crois que c'est plus probable. Mais parvenir à un accord définitif qui mettrait fin à tous les différends entre Washington et Téhéran, ça ce n'est pas à prévoyer dans les années à venir. Monsieur Trump a parlé, comme je viens de le préciser, Monsieur Trump a dit que l'Iran devrait cesser l'enrichissement de l'uranium pour 20 ans. Pour les Iraniens, ça, ce n'est pas acceptable. Alors, c'est pour cela que les va-et-vient, quand on témoigne, chaque jour, entre les Iraniens, les pays médiateurs, des déclarations faites par l'administration américaine. En ce qui concerne, vous avez qualifié les déclarations de M. Trump de contradictoires. Vous avez raison, mais M. Trump fait ça exprès. Oui. Il fait ça exprès pour déstabiliser les négociateurs iraniens. Oui. Alors, c'est une tactique de la part du président Trump de négocier à longue distance avec les Iraniens. Oui. Donc, de l'Iran, on passe au dossier de Gaza et donc la deuxième phase de l'accord de paix de Donald Trump, du cessez-le-feu donc dans la bande de Gaza, une deuxième phase qui n'est pas encore mise en application. Alors, pourquoi donc cette crise où on n'arrive pas à aboutir à l'exécution de cette deuxième phase? On n'arrive pas donc à la deuxième phase de cet accord de cessez-le-feu? D'une façon générale, il y a des mesures dans le cadre de ce plan de paix de M. Trump qui a été, par exemple, la formation de ce comité de gestion interpalestinien qui est présidé par un Palestinien, par un technocrate palestinien. Alors, et puis il y a le fait qu'il y a des pourparlers, des discussions entre l'administration américaine et le mouvement islamiste Hamas. Et dernièrement, le Caire a accueilli une délégation de Hamas pour parler de deux éléments importants. Le premier, c'est le désarmement, ce qu'on appelle le désarmement de Hamas dans la bande de Gaza. Et d'un autre côté, comment
comment emmener ou mettre en exécution les accords de ce qu'on appelle l'unité ou la réunification des factions palestiniennes, soit ces factions, ces mouvements sont sous la houlette de l'Organisation de libération de Palestine, ou soit hors cette organisation-là, telle le Jihad islamique et le Hamas. Alors voilà. Mais en attendant, je crois que quand on parle de la situation dans la bande de Gaza, dans la Cisjordanie, au sud du Liban, en Iran, en Syrie, le Moyen-Orient comme région est, de point de vue historique et stratégique, est le témoin d'une grande rupture et un grand basculement, madame. Oui, bien sûr. Et concernant donc la situation au Moyen-Orient, hier, il y avait une session du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Égypte, le représentant de l'Égypte a prononcé donc un discours sur la situation à Gaza, au Liban et en Iran aussi. Comment vous avez lu donc ce discours du représentant de l'Égypte? Non, certainement la position égyptienne est bien connue, que la guerre, les conflits armés n'auraient pas ne réussissaient pas à ouvrir le chemin d'un règlement pacifique de tous ces conflits au Moyen-Orient. Et que la voie diplomatique, le règlement des conflits par voie pacifique est la meilleure façon de régler ces conflits ou les raisons de traiter de ces racines de ces conflits. Oui. Mais ceci dit, permettez-moi de revenir une autre fois à un point que je viens de discuter avec vous. Oui, le Moyen-Orient est dans un grand basculement aujourd'hui, où des puissances internationales, des puissances régionales, des pays arabes se disputent pour faire, comment dirais-je, pour faire de leurs intérêts nationaux leur point de vue portant sur leur sécurité nationale, le point de vue principal, le point de vue dominant dans la région. Oui. Certainement, cette guerre entre guillemets, guerre ici n'est pas dans le sens strictement militaire, mais cet affrontement, cette confrontation stratégique entre toutes ces puissances internationales et régionales et arabes ne permettrait jamais à régler ces conflits-là. C'est pour cela que l'Égypte, et dernièrement, Monsieur le Président, quand il a assisté à cette réunion consultative accueilli par le gouvernement chypriote en tant que président en exercice de l'Union européenne la semaine dernière, a mis l'accent sur la nécessité et l'importance de régler ces conflits et ces crises par voie diplomatique et politique. Oui, bien sûr, c'est toujours la position de l'Égypte, c'est les solutions politiques, la diplomatie, c'est donc la solution à toute crise dans la région. Alors, Monsieur l'ambassadeur Hossein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et donc une courte pause et on revient pour passer à un autre sujet de Bonjour l'Égypte.